Bienvenue et bonjour Bernard-Henri Bonjour. Lévy. Et merci de votre présence. Les téléspectateurs et auditeurs vous connaissent bien. Vous êtes écrivain, philosophe, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier en date, qui s'intitule Solitude d'Israël, chez Grasset, un essai écrit dans la foulée des attaques terroristes du 7 octobre. Vous dénoncez, Bernard-Henri Lévy, et vous vous désolez de la solitude d'Israël, dites-vous, de la solitude dans laquelle est laissé Israël. Alors, est-ce que Israël est laissé dans la solitude ou est-ce que Israël s'est enfermé dans une solitude aujourd'hui ? Ah non, Israël est laissé dans la solitude. Et une solitude qui s'explique d'ailleurs parce que, à force de désinformation, à force de mensonges, les opinions finissent par être matraquées. Ça fait des années qu'on dit par exemple que le Hamas lutte contre l'occupation. Il n'y a pas d'occupation à Gaza depuis 17 ans. Ça fait des décennies qu'on parle de la colonisation israélienne, de Israël comme un fait colonial. C'est tellement l'inverse de la réalité. Alors évidemment, tous les anticolonialistes du monde se disent on va être contre Israël. Donc cette solitude, elle est le fruit d'une espèce de stratification de mensonges qui finissent par se pétrifier dans les esprits. Aujourd'hui, tout ce que l'on appelle, Bernard-Henri Lévy, le Sud global, condamne vigoureusement les opérations d'Israël. Des pays occidentaux également commencent à émettre des réserves sérieuses, voire des critiques. Washington estime qu'un assaut à Rafah serait une erreur et causerait, je cite, trop de dommages aux civils. Est-ce que, selon vous, dans ce cas-là, Israël a raison contre tous ? Il ne s'agit pas d'avoir raison contre tous, il s'agit de savoir qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas d'assaut à Rafah. C'est comme ça qu'il faut poser le problème. Imaginons qu'il n'y ait pas d'assaut à Rafah. Ça voudrait dire que le tiers des forces du Hamas qui est retranché serait sauvé. Ça veut dire que le Hamas sortirait des ruines auréolées de la victoire et du martyre et de la résistance. Ça veut dire qu'il resterait au pouvoir dans le Gaza de demain. Et ça veut dire qu'il n'y aurait plus jamais d'État palestinien. En clair, pas d'assaut à Rafah, ça veut dire jamais d'État palestinien. Parce que le Hamas n'en veut pas et parce qu'il restera en place, et plus que jamais. Parce qu'un Hamas qui aura résisté aux Israéliens, aux alliés d'Israël et ainsi de suite, mais attendez, c'est le triomphateur de la cause palestinienne. Mais reconnaissons à l'inverse qu'un assaut à Rafah n'entraînerait pas forcément un État palestinien. Est-ce que ce n'est pas le serpent de mer ? Il faut vous reconnaître que vous le demandez depuis toujours. Quasiment, cet État palestinien s'est toujours répété sans qu'on ne voit jamais de négociations aboutir. Mais on ne voit jamais de négociations aboutir parce que malheureusement, les Palestiniens ont été menés à l'impasse et à la mort par des mauvais leaders qui ont refusé la solution du compromis. Les Israéliens ont proposé maintes fois des compromis valables, un partage de la terre fidèle aux résolutions des Nations Unies de 1947, maintes fois. Les Palestiniens ont refusé parce que ce n'est pas ça qu'ils veulent. Alors, ne parlons pas du Hamas qui, clairement, officiellement, c'est sa doctrine, ne veut pas de deux États. Ils veulent un État palestinien où il n'y ait plus un seul juif. Alors, évidemment, et vous faites la différence entre Hamas et Palestiniens, Bernard-Henri Lévy ? Bien sûr que je fais la différence. Évidemment, il y a des Palestiniens qu'on n'entend pas, des Palestiniens du silence qui, bien sûr, savent qu'on les entretient dans un mythe, un mirage, le mirage du retour, 75 ans après. Ils savent bien que ce n'est pas ça, qu'ils aspirent à vivre dans un État prospère, pacifié, à côté d'Israël. Voilà, bien sûr. Est-ce que votre soutien à Israël, il est inconditionnel ou est-ce que vous-même, Bernard-Henri Lévy, alors que vous vous rendez souvent sur le terrain, on parlera tout à l'heure de l'Ukraine et aussi en Israël, est-ce que vous vous interrogez au bout de 5 mois sur la légitimité, dans la durée de cette riposte israélienne compte tenu du bilan humain aujourd'hui ? Le bilan humain, d'abord, personne ne le connaît. Nous avons des chiffres du Hamas qui sont généralement fallacieux et qui le sont probablement ici. Et en tout cas, il y a une chose qu'on sait sur les chiffres du Hamas, c'est qu'ils ne distinguent pas les combattants et les civils. Voilà. Alors, bon. Il y a des morts en nombre. Est-ce que vous vous interrogez sur la légitimité ou pas dans la durée d'une telle riposte ? Mais écoutez, le Hamas a voulu 5 fois la guerre contre Israël. C'est la 5e guerre déclenchée par le Hamas.
Il a déclenché le 7 octobre, il a été le responsable de la plus grande prise d'otages de l'histoire de l'humanité, franchement, depuis les Sabines à Rome. Il a été responsable de crimes d'une cruauté et d'un sadisme inouïs, des viols avec torture, des viols avec massacre. Enfin, on ne va pas détailler tout ça, c'est vraiment... La riposte militaire, elle est hélas légitime. Moi, je déteste la guerre. Mais enfin, quand votre pays est violé, envahi, que vos femmes sont traitées de cette manière, quelle autre manière de procéder? Donc, je ne m'interroge pas, non, sur la riposte. Et puis alors, la durée, 5 mois, vous savez. Moi, j'étais à Mossoul pendant la bataille de Mossoul il y a 7 ans. J'étais sur le terrain, j'ai fait un film pour Arte qui s'appelle La bataille de Mossoul. La libération de Mossoul, elle a duré bien plus que la libération de Gaza aujourd'hui. Elle a duré 8 mois, 9 mois. C'était sans doute la plus longue bataille depuis l'histoire de la Première Guerre mondiale. Mais vous nous direz tout à l'heure s'il est possible de gagner la guerre contre le terrorisme. Mais tout d'abord, dans Le Parisien, vous dites ceci, Bernard-Henri Lévy, « J'ai rarement vu une armée à ce point soucieuse, dans une guerre atroce, d'éviter des victimes civiles. Il ne faut pas se lasser de le rappeler. Tsahal ne vise pas intentionnellement les civils. » Est-ce que vous diriez que c'est une guerre morale? Il n'y a pas de guerre morale, ça ne veut rien dire. Mais en revanche, il y a une distinction entre une armée qui vise exprès les civils, ça c'est par exemple l'armée russe en Ukraine, elle vise exprès les civils, et puis une armée qui fait ce qu'elle peut, avec plus ou moins de succès, pour ne pas atteindre les civils, et c'est l'armée israélienne. L'armée israélienne déploie des efforts considérable dans cette situation immonde qui est une situation de guerre, dans cette situation incroyablement complexe qui est la guerre hybride à l'intérieur d'une ville surpeuplée pour faire le moins de victimes civiles possible. Vous savez, je parlais l'autre jour avec un grand général américain, général Petraeus, qui connaît bien tout ça, qui était en Afghanistan, etc. Et qui me dit, c'est la complexité de cette guerre à Gaza, elle est sans précédent dans l'histoire. Alors pourquoi personne en dehors d'Israël ne le reconnaît, puisque vous parlez de cette solitude? Pourquoi Bernard-Henri Lévy, le Sud global, mais aussi beaucoup de pays occidentaux, les États-Unis de Joe Biden, pourquoi tant de critiques si vous dites aujourd'hui que vous portez cette vérité? Mais je ne porte pas la vérité, ce sont des faits. Pourquoi ne sont-ils pas reconnus à la hauteur de leur gravité alors? Pourquoi? Alors là, je vois une image de Joe Biden. Joe Biden, c'est triste ce que je vais dire, mais c'est comme ça. Il est en période électorale, il est contesté par sa base. Il y a une gauche du Parti démocrate qui est enflammée contre Israël, la gauche des campus, l'antisémitisme qui, hélas, est en train de fleurir aux États-Unis. Donc il se garde sur sa gauche, c'est de la mauvaise politique politicienne. Et en France, Emmanuel Macron, certes, il y a les élections européennes, mais lui aussi appelle à plus que de la mesure. Aujourd'hui, un cessez-le-feu. Est-il contaminé aussi par ce même virus, si je puis dire? Cessez-le-feu, écoutez, il y a 2 cessez-le-feu. Et là encore, il faut être précis. Un cessez-le-feu pour laisser passer l'aide humanitaire, pour que le Hamas laisse passer l'aide humanitaire, parce qu'Israël laisse passer l'aide. C'est le Hamas qui ensuite ne l'achemine pas. Ou les ONG sur place. Le Hamas empêche qu'elle soit acheminée et les ONG qui ne le font pas. Ce cessez-le-feu-là, oui. Un cessez-le-feu pour libérer les otages ou des otages, naturellement. Et d'ailleurs, Israël y est prêt. En revanche, un cessez-le-feu pour laisser au Hamas le pouvoir, pour le laisser maintenir son emprise sur les Palestiniens de Gaza, pour le laisser étendre son influence en Cisjordanie, non. Donc vous êtes en train de nous dire que c'est une guerre de libération des Palestiniens en réalité que mène Israël? C'est les deux à la fois. C'est une guerre d'autodéfense d'Israël qui a été victime. Et il faut toujours revenir à ça. Vous l'avez rappelé, bien sûr. Ah oui, mais je l'ai rappelé, on n'est pas très nombreux à le rappeler. Le 7 octobre est en train de devenir, pour reprendre une expression célèbre, un point de détail de l'histoire. Les gens disent... Pour qui? Pour une grande partie de l'opinion, pour l'extrême gauche en France, pour les Insoumis, pour Madame Rima Hassan, mais au-delà de ça, pour les BRICS dont vous parliez tout à l'heure, pour les Sud-Africains, pour tout un tas de gens, c'est en train de... Pour les Nations Unies, alors pour c'est quasiment le monde, quasiment la globalité du monde.
il y a une grande partie du monde qui, à force de oui mais, à force de contextualisation, à force de diabolisation d'Israël, a fini par dire « Ok, ce qui s'est passé le 7 octobre est atroce », mais c'est un détail dans l'océan de souffrance des Palestiniens avant et l'océan de souffrance des Palestiniens après. Alors, question directe, Bernard-Henri Lévy, l'océan de souffrance avant, est-ce qu'il y a aussi une trame territoriale, un aspect territorial dans ce conflit aujourd'hui? Est-ce que Gaza, ça n'a pas commencé 7 octobre? Mais Gaza, non. Gaza, il n'y a pas de trame territoriale. Et la Il Cisjordanie? n'y avait pas un juif à Gaza depuis 17 ans. Quand le Hamas a décidé de lancer sa guerre contre l'occupation israélienne, ça faisait 17 ans qu'il n'y avait plus un occupant israélien. Ça fait 17 ans que l'armée israélienne est venue chercher les familles juives à Gaza et les a retirées de force du territoire gazaoui. Donc non, il n'y a pas de fait. Il y a une immense propagande reprise par des âmes faibles, reprise par des idiots utiles, reprise probablement relayée par des forces encore plus puissantes, l'Iran par exemple, dont on sait aujourd'hui qu'elle est à la manœuvre, et ainsi de suite. Parlons-en, parce que là, on va voir, si je puis dire, votre classification. Est-ce que vous reprenez la rhétorique de l'axe du mal? D'abord, vous dites Israël et l'Ukraine sont dans le même camp, dites-vous. Oui. Comment vous définissez ce camp? Parce qu'en Ukraine, les populations sont bombardées par les Russes. Oui. Et alors la comparaison avec Israël, quelle est-elle? C'est le camp des pays agressés, des pays envahis, des pays violés. Aujourd'hui, l'Ukraine... Ah ben si. Envahi Israël? Enfin, qu'est-ce que c'est le 7 octobre, sinon une invasion? Ces centaines et sans doute davantage de Palestiniens qui brisent la frontière, qui viennent par deltaplane, qui viennent par tous les moyens de locomotion possibles, qui arrivent dans les kibboutz pacifistes de la région, qui détruisent des villages entiers, qui réduisent la ville de Sderot à une ville fantôme. Qu'est-ce que c'est sinon une invasion? Donc, Israël, on dit toujours Gaza, la petite bande de Gaza. Israël est un tout petit pays. C'est une toute petite bande de terre aussi. C'est une langue de terre, effectivement. Ben oui. Et ce qui s'est passé le 7 octobre est une invasion, comme l'Ukraine a été envahie. Et comment vous décrivez, si je puis dire, alors, la situation en Cisjordanie, Bernard-Henri Lévy? La situation en Cisjordanie, c'est encore autre chose. Mais d'abord, ça n'est pas le souci du Hamas. La Cisjordanie n'a rien à voir. Certes, mais ça rentre en jeu dans une géographie oui, mais là, aujourd'hui, moi, j'ai globale. Oui, mais la géographie globale, ce matin, et dans ce livre, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet aujourd'hui, c'est la libération des otages. C'est ma question. Oui, c'est la libération des otages, c'est l'arrêt de cette guerre et c'est la destruction du Hamas. C'est ça le sujet. J'entends, mais certains disent qu'en Cisjordanie, quand même, c'est une occupation avec des méthodes extrêmement brutales et radicales. C'est pour ça que je vous pose la question dans une globalité qui s'entend. D'abord, c'est pas tout à fait une occupation. C'est un régime beaucoup plus complexe. Il y a une autorité palestinienne corrompue au-dessous de tout, mais enfin qui en principe est en charge du territoire, qui est en charge de sa sécurité, qui est en charge de sa prospérité. Donc c'est pas une occupation. Les colonies juives, un grand nombre sont illégales. C'est pas non plus, je veux dire, 3 caravanes en haut d'une colline, c'est pas non plus la lèpre ou la peste qui arrive en terre arabe. Je pense que le jour où il y aura un État palestinien, il sera hélas inévitable que ces juifs-là, en effet, soient déménagés aussi. Parce que, voilà, hélas, c'est ainsi. Mais enfin, c'est pas non plus... Et puis c'est tous les jours des tentatives, des actes terroristes ou des tentatives de terrorisme en Cisjordanie. Donc vous faites le parallèle Israël-Ukraine et j'en viens plus spécifiquement, Bernard-Henri Lévy, à la situation en Ukraine. Pourquoi aujourd'hui parler de paix, imaginer une autre voie que la guerre totale avec la Russie? Est-ce que ce serait être doté d'un esprit munichois? En d'autres termes, est-ce qu'être pacifiste, c'est être potinolâtre forcément? Mais, attendez, être pacifiste et être munichois, c'est deux choses différentes. Et parler de paix avec Poutine, c'en est une troisième. On ne parle pas gastronomie avec un anthropophage. Principe de base. On ne parle pas contrat avec quelqu'un qui ne tient pas sa parole, c'est-à-dire Poutine. Et on ne parle pas de paix avec un homme qui veut la guerre à outrance. Poutine ne veut pas la paix. Poutine veut vraiment
d'abord conserver les territoires qu'il a conquis au mépris de la loi internationale. Il veut vraiment casser l'Ukraine. Et puis, il veut vraiment déstabiliser l'Europe. Serions-nous prêts à mourir pour Kiev ou pour le Donbass? Seriez-vous prêts? Prêts à mourir, écoutez, comme un très grand nombre de vos consoeurs et de vos confrères, vous êtes sur le terrain. J'ai été sur le front, j'ai été en première ligne, j'en ai tiré des films pour Canal+, pour France Télévisions, pour Arte. Voilà, j'ai été prêt en tout cas à prendre ce risque-là, parce que je pense, oui, qu'il y a des valeurs, qu'il y a une idée du monde qui mérite qu'on les défende, pas seulement sur les plateaux de télévision. J'ai fait ça toute ma vie. Toute ma vie, que ça soit... Et même vos détracteurs le reconnaissent volontiers. J'ai défendu les musulmans de Bosnie, j'ai défendu les centaines de milliers de Syriens massacrés par Bachar el-Assad sans que nos insoumis français ne s'en émeuvent et sans que l'on voit dans les rues de Paris des manifestations criant Free Syria et ainsi de suite. Voilà, oui, pour moi, tout ça, c'est extrêmement important. Et il y a solitude d'Israël et puis il y a la solitude des peuples. Il y a aussi, au-delà... Et c'est ce que vous décrivez dans ce livre, je dirais, de combat, en tous les cas, vos combats. Et de réflexion, parce que j'essaie de revenir aussi aux sources de ce conflit. Exactement. Merci Bernard-Henri Lévy. C'est donc aux éditions Grasset. Et je vous dis à bientôt et bonne journée à vous. Merci.